Une phrase. Une seule phrase, prononcée devant les caméras par un porte-parole que personne n'attendait sur ce terrain. Il n'existe, à ce jour, aucune discussion directe entre Washington et Téhéran. Ce n'est pas un éditorialiste qui parle, ce n'est pas un opposant. C'est le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majid Al-Ansari, un responsable dont le pays est censé être l'un des relais les plus fiables de la diplomatie américaine dans le Golfe. Et si cette déclaration tient dans les jours qui viennent, alors un pan entier du récit que la Maison-Blanche a construit sur l'Iran vient de se fissurer en public. Pas de la façon dont Washington l'aurait choisi. Bienvenue sur La Voix des Nations. Aujourd'hui, on va décortiquer un épisode qui a l'air anodin, une simple mise au point diplomatique, mais qui, une fois qu'on regarde ce qu'il y a derrière, révèle 4 failles distinctes dans le dispositif américain face à l'Iran. Installez-vous, ça va être dense. Reprenons calmement. Al-Ansari a précisé que le Qatar, associé au Pakistan et à Oman, jouait un rôle de médiateur dans des pourparlers séparés, censés déboucher sur un accord-cadre plus large concernant le programme nucléaire iranien. Sa formule était sans ambiguïté. À ce stade, rien d'officiel n'existe côté discussion directe. Le travail se fait par échange de positions, via les médiateurs, dans l'espoir de relancer rapidement des négociations globales. La question n'est pas de savoir si le président américain a enjolivé l'avancée de ses pourparlers avec Téhéran. Ça, on peut en discuter sans fin. La vraie question, c'est celle-ci. En corrigeant ce récit en direct, Doha n'a-t-il pas offert à l'Iran exactement l'avantage que Washington redoutait le plus depuis des mois? La preuve, documentée, venue d'un allié du Golfe lui-même, que l'exécutif américain improvise une diplomatie qu'il n'a peut-être même pas encore réellement lancée. Pourquoi ça compte autant? Parce que depuis le début de l'année, l'administration américaine s'appuie sur la promesse d'un accord imminent pour justifier chaque report d'une frappe annoncée à grand bruit. C'est un mécanisme classique, transformer chaque recul en étape vers une solution négociée plutôt qu'en renoncement pur et simple. La correction du porte-parole qatari retire une bonne partie de sa substance à cet argument. Si aucune discussion directe n'existe réellement, la justification de l'inaction militaire repose sur une base bien plus fragile que ce qu'on nous a vendu. Aux États-Unis, personne n'a raté le décalage. Un sénateur influent sur les questions de politique étrangère a publiquement tourné en dérision ce qu'il a résumé comme « un accord possible pour commencer à parler d'un éventuel accord », reprochant à la Maison-Blanche d'avoir laissé le Congrès dans le flou. Et le même jour, interrogé sur l'état des discussions, le secrétaire d'État américain a lui-même esquissé une distinction révélatrice. Il y aurait un accord ultime, encore lointain, portant sur la dénucléarisation complète du programme iranien, et une négociation plus immédiate, engagée avec Oman, sur la sécurité du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, où des progrès existeraient sans qu'aucun accord ne soit finalisé. Autrement dit, pas d'accord global, seulement des chantiers sectoriels, gérés par des intermédiaires, sur des sujets bien plus étroits que ce que la communication présidentielle laissait entendre. Le nom d'Oman n'a rien de nouveau dans ce dossier. Le sultanat est identifié depuis des mois comme le canal privilégié entre Téhéran et Washington, y compris sur la sécurité du détroit d'Ormuz. Ce qui change, c'est la confirmation explicite d'un troisième acteur aux côtés de Doha et de Mascate, le Pakistan, dont l'implication n'avait jamais été confirmée avec autant de clarté. 3 canaux actifs en même temps, là où le public n'en connaissait qu'un seul jusque-là. Ça change complètement la lecture qu'on peut faire de l'état réel des négociations. Prenons un peu de recul sur ce que produit une architecture pareille. Recourir à 3 intermédiaires en parallèle plutôt qu'à un canal unique n'a rien d'un hasard diplomatique. Ça permet à Téhéran de tester des positions différentes auprès de plusieurs interlocuteurs sans jamais s'engager formellement sur aucune d'elles. Et ça empêche Washington de savoir clairement quel médiateur reflète le mieux la position réelle du régime à un instant donné. 3 canaux, mécaniquement, ça produit plus de flou qu'un seul. Et ce flou profite structurellement à celui qui a le plus intérêt à gagner du temps. Ce dispositif arrange aussi les médiateurs eux-mêmes. Aucun des 3 ne porte seul la responsabilité d'un échec, puisqu'aucun ne détient l'intégralité du dossier.
Un blocage peut toujours être attribué à l'un des canaux plutôt qu'aux deux autres, ce qui dilue la responsabilité individuelle tout en permettant, collectivement, de revendiquer un rôle indispensable dans la région. Ce n'est pas la première fois que la diplomatie du Golfe fonctionne ainsi. Aucun État de la région ne dispose seul d'une légitimité suffisante pour être accepté comme interlocuteur exclusif. Ce qui distingue le dossier iranien actuel, c'est le nombre de canaux mobilisés en même temps sur un même sujet. Une redondance qui trahit peut-être moins une stratégie concertée qu'une vraie difficulté à trouver un intermédiaire en qui tout le monde aurait suffisamment confiance. Il y a un deuxième mécanisme à l'œuvre, plus lent, plus silencieux. L'usure de la parole présidentielle. Un dirigeant qui annonce à répétition l'imminence d'un accord qui ne se concrétise jamais paie un coup de crédibilité qui s'accumule à chaque nouvelle promesse démentie. Et ce coup ne reste pas cantonné à l'opinion intérieure. Il touche directement la capacité à négocier en position de force parce que chaque partenaire, chaque médiateur, chaque adversaire ajuste progressivement le crédit qu'il accorde aux déclarations officielles. Ce phénomène ne date pas de cette semaine. Depuis janvier, l'administration américaine a annoncé plusieurs avancées présentées comme majeures avant que chacune ne soit suivie, quelques jours ou semaines plus tard, d'un démenti partiel ou d'une nuance apportée par l'un des acteurs concernés. La répétition du schéma devient elle-même une donnée stratégique. Un observateur suffisamment attentif finit par revoir à la baisse la valeur qu'il accorde à chaque nouvelle annonce, indépendamment même de sa véracité au moment où elle est formulée. La saillie ironique du sénateur américain illustre très concrètement ce mécanisme. Une phrase moqueuse sur les réseaux ne change rien à l'équilibre stratégique en soi, mais elle documente, sous une forme facilement partagée, l'écart entre le récit officiel et la réalité confirmée par un partenaire régional. Troisième mécanisme, d'une toute autre nature, la contrainte matérielle. On ne remplace pas un stock de munitions de précision du jour au lendemain. Les chaînes de production suivent des cycles industriels qui se comptent en mois, parfois en années, un tempo qui ne colle à aucune urgence militaire ni diplomatique. Selon des informations circulant depuis plusieurs jours au sein même de l'administration américaine, l'armée aurait épuisé la quasi-totalité de ses stocks de munitions de précision et utilisé près de la moitié de ses missiles de croisière Tomahawk au cours des mois de confrontation avec l'Iran. Le Tomahawk occupe une place particulière dans l'arsenal américain. C'est l'arme de choix pour frapper à distance de sécurité des cibles défendues, sans exposer d'équipage. Un stock réduit de moitié ne prive pas seulement l'armée d'une arme parmi d'autres, il restreint sa capacité à mener de nouvelles frappes de grande ampleur sans accepter des risques accrus pour son propre personnel. Précisons tout de suite le niveau de certitude ici, parce que c'est important. Les propos du porte-parole qatari sont une déclaration publique, vérifiable par quiconque suit les canaux diplomatiques de Doha. Les chiffres sur les stocks américains, eux, ne reposent que sur des informations qui circuleraient en interne, sans confirmation officielle du Pentagone à ce stade. Traiter ces deux informations avec le même degré de certitude serait une erreur, et ce n'est pas ce qu'on va faire ici. Mais si cette donnée se confirme, même partiellement, elle explique deux choses à la fois. Pourquoi Washington chercherait aujourd'hui une porte de sortie diplomatique, et pourquoi ses propres alliés du Golfe, à commencer par le Qatar, auraient intérêt à accélérer une médiation plutôt que d'attendre une frappe que l'armée américaine ne pourrait peut-être plus se permettre de répéter à grande échelle. Ces deux mécanismes, l'usure de la parole et la contrainte matérielle, se renforcent mutuellement plutôt que d'agir séparément. Un exécutif dont les stocks militaires s'amenuisent a un intérêt structurel à multiplier les annonces de progrès diplomatiques, précisément parce que l'option militaire, réelle mais de plus en plus coûteuse à assumer, perd une partie de sa crédibilité opérationnelle. Et chaque annonce de progrès qui se révèle exagérée, comme celle que Doha vient de corriger, prive l'administration américaine du seul levier qui lui restait pour compenser, au moins en apparence, l'érosion de son levier militaire. Quatrième mécanisme, plus discret, la manière dont l'information circule à l'intérieur de l'appareil américain lui-même. Selon des propos tenus par des responsables interrogés sur une chaîne américaine,
Des services de renseignement israéliens de haut niveau n'auraient pas été informés des détails précis d'une opération militaire envisagée contre l'Iran en raison de la sensibilité extrême du dossier. Une telle compartimentation, si elle se confirme, montre une administration qui préfère limiter la circulation de ses propres plans jusqu'à ses alliés les plus proches, plutôt que de risquer une fuite compromettant l'effet de surprise recherché. Sauf qu'une fuite concernant précisément cette opération aurait quand même circulé au sein de l'entourage présidentiel américain lui-même, sans que son origine exacte ait pu être établie. Que l'identité de la source reste incertaine n'empêche pas la fuite de produire un effet bien réel. Elle alimente, à Washington, un débat sur la fiabilité du dispositif de sécurité opérationnelle. Un débat qui vient s'ajouter à celui, déjà ouvert, sur la crédibilité du récit diplomatique. Et une administration confrontée à ce type de fuite a presque mécaniquement tendance à resserrer encore le cercle des personnes informées des opérations futures, ce qui accentue, en retour, le sentiment d'exclusion déjà perçu par certains alliés. Moins de coordination, plus de suspicion mutuelle et une capacité d'action collective réduite au moment précis où une coordination étroite serait la plus utile. Pris isolément, aucun de ces 4 mécanismes, l'ambiguïté des 3 médiateurs, l'usure de la parole présidentielle, la contrainte matérielle sur les stocks, la fragilité du dispositif d'information interne, ne suffit à faire basculer quoi que ce soit. C'est leur combinaison, survenant au même moment, qui compose ce qu'on peut vraiment appeler un avantage stratégique. Pas un gain ponctuel obtenu par Téhéran sur un théâtre précis, mais l'accumulation silencieuse de failles qu'aucune, prise séparément, ne suffirait à expliquer. Regardons maintenant comment chaque acteur lit cette même séquence. À Washington, la contradiction publique de Doha a rouvert un débat interne sur la manière de communiquer l'état des négociations. Une partie de l'administration continue de présenter l'existence même de pourparlers indirects comme une preuve de progrès. Une autre lecture, plus prudente, redoute que chaque exagération corrigée par un partenaire étranger n'affaiblisse un peu plus la position américaine, en laissant penser à Téhéran que Washington a davantage besoin d'un accord que l'inverse. Le Congrès, de son côté, s'appuie sur cette contradiction pour intensifier une pression déjà croissante sur l'exécutif. Le Pakistan occupe une position moins visible que le Qatar, mais tout aussi révélatrice. Islamabad entretient avec Téhéran une relation de voisinage complexe, tensions frontalières récurrentes, mais interdépendance économique et énergétique que ni l'un ni l'autre n'a intérêt à rompre. Un rôle de médiateur reconnu sur ce dossier confère au Pakistan une visibilité diplomatique qui dépasse largement son poids habituel dans les grands équilibres du Moyen-Orient. Doha, elle, a tout intérêt à voir sa version des faits prévaloir. Un rôle de médiateur reconnu confère au Qatar une influence sans commune mesure avec son poids démographique ou militaire. Corriger publiquement le récit américain comporte un risque, irriter momentanément un partenaire puissant. Mais ce risque reste mesuré face aux bénéfices. Apparaître comme la source la plus fiable sur un dossier que Washington semble, de son propre aveu implicite, avoir présenté de façon trop optimiste. Le Qatar partage d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite et les Émirats un intérêt direct à voir la confrontation se stabiliser plutôt que dégénérer. Les frappes envisagées auraient été suspendues, selon des propos tenus lors d'un échange télévisé, non seulement à la demande de l'Iran, mais aussi à celle de ses 3 capitales du Golfe, toutes exposées, par leur géographie, aux capacités de représailles iraniennes sur leurs infrastructures pétrolières, aéroportuaires et portuaires. Israël, lui, occupe une position singulière et inconfortable, tenu à distance d'informations opérationnelles le concernant directement. Un allié aussi étroitement associé aux intérêts américains dans la région ne peut manquer d'en tirer des conclusions sur le degré de confiance réel que Washington lui accorde sur ce dossier précis. Pékin et Moscou, enfin, observent cette séquence avec un intérêt qui dépasse la seule question iranienne. Chaque épisode où la parole présidentielle américaine se trouve publiquement corrigée par un partenaire régional nourrit, à leurs yeux, l'idée d'une influence de Washington qui s'érode progressivement, y compris auprès de gouvernements qui restent, sur le papier, des alliés proches. Téhéran, de son côté, n'a stratégiquement rien à perdre à laisser cette ambiguïté perdurer. Chaque jour sans accord formel,
mais avec des négociations sectorielles qui avancent lentement, permettent au régime de gagner du temps, sur le dossier nucléaire comme sur le reste. Il n'a même pas besoin d'orchestrer activement cette accumulation de failles. Il lui suffit d'entretenir sa propre ambiguïté, sans jamais s'engager fermement sur un calendrier, pour laisser le poids de la clarification reposer entièrement sur ses interlocuteurs. Une passivité stratégique qui ne coûte rien au régime, à l'opposé de l'activisme communicationnel auquel l'administration américaine se retrouve contrainte. Où est-ce que tout ça mène? 3 trajectoires se dessinent. La première, une médiation consolidée. Les pourparlers sectoriels du Qatar, du Pakistan et d'Oman finiraient par converger vers un cadre commun assez solide pour que Washington cesse de formuler des annonces que ses propres partenaires doivent ensuite corriger. Ce scénario suppose une coordination accrue entre les 3 médiateurs et une volonté réelle des 2 camps de transformer des avancées sectorielles, comme celle sur le détroit d'Ormuz, en cadre plus large, englobant le nucléaire. Un scénario fragile, tant l'écart entre dénucléarisation totale exigée par Washington et reconnaissance de droits souverains revendiqués par Téhéran reste considérable. La deuxième, sans doute la plus probable, l'équilibre par l'incertitude. Aucun accord global ne se matérialise, mais aucune partie ne pousse non plus jusqu'à la rupture ouverte. Les négociations sectorielles avancent chacune à leur rythme, sans jamais déboucher sur l'accord ultime évoqué par le secrétaire d'État. Washington reste dépendant de médiateurs qu'il ne contrôle pas entièrement, pendant que Téhéran continue de reconstituer une partie de ses capacités dégradées. Ce scénario a pour lui la cohérence avec les dernières semaines, mais il comporte un risque cumulatif. Chaque nouvelle contradiction publique use un peu plus la crédibilité américaine, sans mécanisme évident pour inverser la tendance à court terme. La troisième, la moins probable mais la plus lourde de conséquences, une reprise des opérations militaires. Elle surviendrait si Téhéran, misant trop longtemps sur l'ambiguïté, franchissait une ligne que Washington jugerait impossible à ignorer, ou si l'administration américaine décidait qu'un retour à la force reste préférable à une diplomatie sectorielle jugée trop lente. Mais ce scénario se heurterait directement à la contrainte matérielle déjà évoquée. Une armée au stock de précision largement entamée n'aborderait pas une nouvelle vague de frappes avec l'aisance des premiers mois du conflit, ce qui pourrait, paradoxalement, rendre cette option moins crédible aux yeux même de ceux qui l'envisageraient. Un facteur transversal pourrait accélérer n'importe laquelle de ces 3 trajectoires. La confirmation ou le démenti officiel des chiffres sur l'état des stocks militaires américains. Si le Pentagone ou le Congrès venaient à confirmer ces chiffres, même partiellement, la pression en faveur d'une issue négociée s'intensifierait des 2 côtés de l'échiquier politique. À l'inverse, un démenti crédible redonnerait à Washington une marge de manœuvre rhétorique et militaire qu'il semble avoir perdue, au moins en apparence. Et tant que cette confirmation officielle fait défaut, chaque acteur continuera d'agir sur la base d'estimation plutôt que de certitude, ce qui prolonge mécaniquement la période d'ambiguïté que cette analyse vient de décrire. Revenons à la contradiction qui ouvrait cette vidéo. Un porte-parole d'un petit État du Golfe corrigeant en public le récit du président des États-Unis sur l'état de sa propre diplomatie. Après ce parcours à travers les mécanismes, les acteurs et les trajectoires possibles, cet épisode apparaît moins comme un simple incident de communication que comme le symptôme le plus visible d'un déséquilibre bien plus profond. Ni Washington ni Téhéran ne détient seul les clés de cette séquence. Les États-Unis conservent, sur le papier, une supériorité militaire qu'aucune puissance régionale ne peut sérieusement contester. Mais cette supériorité s'accompagne désormais d'une contrainte matérielle bien réelle, des stocks de précision entamés, des missiles de croisière largement consommés, qui limitent la capacité de Washington à transformer cette supériorité théorique en levier immédiat. L'Iran, de son côté, ne dispose ni de la puissance de feu,
ni de l'économie nécessaire pour imposer unilatéralement ses conditions. Et pourtant, l'ambiguïté entretenue par une architecture de médiation à 3 canaux lui offre un espace de manœuvre que ni les sanctions, ni la pression militaire ne parviennent, pour l'instant, à refermer complètement. C'est peut-être la leçon la plus large de cet épisode. Au XXIe siècle, la force militaire brute, aussi écrasante soit-elle sur le papier, ne suffit plus seule à garantir un rapport de force favorable, dès lors que son détenteur doit aussi composer avec l'usure de sa propre crédibilité diplomatique, la lenteur de ses chaînes de production industrielle et la loyauté fluctuante d'alliés qui poursuivent eux aussi leurs propres intérêts. Un stock de missiles qui s'amenuise n'apparaît dans aucune statistique publique, mais il se traduit dans la marge de manœuvre réelle d'un gouvernement lorsqu'il doit décider, dans l'urgence, comment répondre à une nouvelle provocation. Une marge qui ne se voit pas à la télévision, ne s'entend pas dans un discours officiel, mais pèse silencieusement sur chaque arbitrage pris à huis clos. Gardons cette idée simple avant de se quitter. Dans un rapport de force où la parole d'une superpuissance peut être publiquement corrigée par un État bien plus modeste, l'avantage stratégique n'appartient plus nécessairement à celui qui parle le plus fort, mais à celui dont les mots résistent le mieux à l'épreuve des faits. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout sur la Voix des Nations. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair dans ce dossier, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'évolution de cette médiation à 3 canaux dans les semaines qui viennent. On se retrouve très vite pour la suite.